Bonjour à tous, je suis très contente de vous parler de l'œuvre de Jacques-Philippe Maréchal. Donc, je me présente, Caroline Millot, Andari Millot, je suis docteur en histoire de l'art et je crois par le temps, je suis devenue un petit peu la spécialiste de cet ingénieur du roi que je vais vous présenter. Donc, en préambule, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour cette invitation à flâner au jardin. Je tiens à remercier Jean-François Cabestan et Stéphanie de Courtois pour leur invitation à la réflexion thématique autour du jardin de pierre, ruines, vestiges et traces en milieu urbain. Les jardins de La Fontaine réunissent en un jardin français les trois noms communs que sont la ruine, le vestige et la trace. Aujourd'hui, il m'est permis d'aborder le thème des antiques dans le cadre de l'organisation de cette journée d'études. Précédemment, lors d'un colloque à l'INHA portant sur le progrès des arts en 2009, un article avait permis de faire déjà mieux connaître en détail les travaux de Jacques-Philippe Maréchal dans l'ancienne colonie romaine Nemosa. Alors, dressé entre 1741 et 1760, d'après les plans de l'ingénieur Jacques-Philippe Maréchal, né en 1689 et mort en 1778, les jardins de La Fontaine viennent s'intégrer harmonieusement dans l'héritage hydraulique romain et constituent aujourd'hui un véritable patrimoine architectural et paysager. On traitera ici plus particulièrement des limites de l'usage de l'antique de l'époque augustéenne, de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ au début du 1er siècle après Jésus-Christ, et de son intégration dans la ville de Nîmes. Aussi, nous aborderons chronologiquement la manière dont le dispositif imaginé par Maréchal laisse entrevoir ce qu'il reste des vestiges antiques. Est-ce que les parties qui sont rajoutées par l'ingénieur se distinguent ou non des vestiges antiques? Il est nécessaire de rappeler préalablement quelques éléments biographiques concernant la longue carrière de l'ingénieur Maréchal. Né à Paris en 1689 dans une famille de milieu modeste, il est formé à l'art militaire sous le commandement du marquis d'Asfeld. La fiche individuelle extraite du contrôle des officiers du génie, qui est conservée à Vincennes, indique sa réception en qualité d'ingénieur en 1707. En 1739, il est nommé directeur des fortifications, puis lieutenant-colonel en 1749, puis enfin colonel en 1756. Là, je vous fais un résumé de sa carrière. 80 ans de carrière, c'était bon. Alors, durant sa longue carrière, donc de 1707 à 1777, l'ingénieur du roi participe activement à l'embellissement et à l'agrandissement des villes dans l'Est et le Sud du Royaume de France. Après sa réception d'ingénieur du roi en 1707, il œuvre dans la région belfortaine et strasbourgeoise jusqu'en juillet 1738. Il est important de signaler qu'en début de carrière, le jeune maréchal donc réalise à Belfort tout un ensemble architectural appelé la place d'Armes, qui est toujours en place, dont les plans donc sont conservés entre Vincennes et les archives municipales de Belfort. Cet ensemble architectural, en résumé, comprenait un hôtel particulier, une collégiale, une boucherie, un arsenal, un hôpital Sainte-Barbe, donc patronne des ingénieurs. Par ailleurs, à Strasbourg, il laisse des réalisations atypiques comme des machines à sécher le linge pour l'hôpital militaire de Strasbourg. Précédé par une renommée d'excellent hydraulicien, Maréchal est sollicité pour donner des conseils et des plans sur plusieurs travaux de la province de Languedoc, tant à Montpellier qu'à Nîmes. À Nîmes, l'orifice de la source vauclusienne s'était plus ou moins comblé, nécessitant une intervention rapide pour améliorer la distribution des eaux pour les fabriques et les manufactures de laine, rouage essentiel donc du commerce nîmois. Alors, je me permettrai, avant de vous montrer les plans de Maréchal, donc de vous indiquer les codifications des légendes de couleurs des ingénieurs du roi qui sont différentes de celles des architectes. Donc, dans les règles de cartographie chez les ingénieurs du roi, le jaune représente le projet à... Pardon? Ah, je l'ai pas. Ah, celle d'après, celle-là. Oui, d'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. C'est bien.
Donc, le jaune correspond au projet à exécuter. Le rouge correspond donc à la maçonnerie subsistante, à ce qui est déjà en place. Le vert correspond au domaine du roi et le noir correspond au corps des villes. Les données archéologiques d'une ville constituent souvent une catégorie à part, distincte de l'analyse urbaine. Le mélange des deux types de données est d'intérêt pour notre cas. Il est intéressant de constater qu'au début des travaux, que le début des travaux à Nîmes a engendré des fouilles. Et j'insiste sur ce mot puisque c'est le terme qui est employé déjà au milieu du XVIIIe siècle. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui dans l'aménagement urbain qu'en cas de découverte, par exemple, de sites antiques, les travaux soient suspendus. Dès 1738, le nettoyage de la source de la fontaine a commencé. Des études sont payées en 1739 aux architectes et ingénieurs Rollin. Il y a également Clapier et Mathieu, peut-être un peu moins connus que le premier. Des terrassiers sont employés à creuser le bassin de la fontaine pendant les mois de mai jusqu'à août 1739, comme c'est indiqué sur ce plan. Monsieur Donadieu est conducteur des travaux à la fontaine. En septembre 1741, Jacques-Philippe Maréchal finalise un plan que vous avez ici, des nouvelles découvertes qui viennent d'être faites pendant le mois d'août et de septembre 41. Ce plan est approuvé par l'intendant de Languedoc de Bernage. Et ce plan est très important car il correspond, c'est le point de départ de la construction des jardins de la Fontaine. Ce plan avait été mis en valeur dans les travaux de recherche de l'historienne Anne Blanchard, que vous connaissez peut-être, une spécialiste des ingénieurs du roi qui a commencé un énorme défrichement. Donc, réalisé au lavis à l'encre noire, ce plan est conservé à l'inspection du génie. Jacques-Philippe Maréchal se charge des fouilles dans un contexte où les traités d'archéologie se développaient. Au fur et à mesure des déblaiements des terres dans les bassins, des inscriptions sont trouvées en contrebas du bassin où se trouvent les deux exèdres à escalier. Donc, les deux exèdres sont ici, là, en haut du bassin de la source. Oui? Pardon. Voilà donc les deux exèdres à escalier. Et ici, la source, la sortie de la source. Donc, ces inscriptions semblent appartenir à la phase initiale de l'aménagement de l'Augustéum. Après leur mise au jour, des blocs ont été encastrés dans le mur de soutènement du double escalier reconstruit par Maréchal pour s'approcher au plus près du bassin de la source. Deux autels de marbre blanc dédiés à Jupiter Héliopotamus et à Némosus furent découverts également en 1942 dans le bassin de la source. Ils sont aujourd'hui conservés au musée de Nîmes. Lors des fouilles, donc au milieu du XVIIIe siècle, les découvertes architecturales et hydrauliques sont nombreuses. Des murs antiques, un aqueduc, des bains, des réservoirs, des auges, des digues, un péristyle, des regards, des brèches et des piles de ponts romains sont mis au jour. Des parties ne sont pas encore déblayées, des fouilles devront être poussées jusqu'au moulin des Dames. Voilà, vous avez deux moulins sur le site, deux anciens moulins sur le site de la Fontaine, le moulin des Dames et le moulin d'Albenas. À cette période, le théâtre antique, donc qui est sur le site des Jardins de la Fontaine, est encore enfoui. Il y a même en fait des tas de terres qui sont déblayées de la source, qui sont posées sur ce théâtre que Maréchal appelle amphithéâtre. Maréchal cherche à comprendre la manœuvre des eaux, la fuite des eaux, les alternances de brèches et de regards. Pour conclure, il analyse le réseau hydraulique romain dans son ensemble afin de pouvoir en observer une restauration et des ajouts de son goût. Assez rapidement, 2 ans après les découvertes, Maréchal mûrit son projet et propose le 25 juillet 1743 un plan des bains romains reprenant les découvertes du péristyle en l'agrémentant d'une allée d'arbres et de sculptures donnant déjà un caractère de symétrie au jardin. Alors, je profite de ce plan pour vous montrer donc les piles ici du pont romain
qui sont donc à 3 arches. Et en fait, Maréchal ensuite en fera une de moins pour des raisons techniques de soutènement. Voilà, donc ça, c'était une petite chose qui change, j'allais dire, dans la restauration à l'identique, c'est que à cause de contraintes, voilà, il met une pile en moins sur ce pont antique. En 1744, le directeur des fortifications, donc Maréchal, produit de nouveaux plans, notamment pour le contrôleur général des finances, Philibert Horry. Vous avez 2 plans qui sont vraiment assez similaires et qui sont donc conservés, un premier à la Société archéologique de Montpellier et donc le second aux Archives nationales dans la rubrique carte et plan. Je passe ensuite au devis, le devis des Jardins de la Fontaine. Dressé en date du 12 février 1945 à Montpellier et non à Nîmes, le devis pour la construction des Jardins de la Fontaine est conservé donc aux Archives municipales de Nîmes. Il est divisé en 3 parties. La construction des ouvrages, la qualité et façon des matériaux et les conditions générales. L'ingénieur indiquait que la fontaine va paraître sous une forme nouvelle et fera revivre en même temps des monuments respectables qui, pour avoir été si longtemps ignorés, ne feront qu'exposer avec plus d'éclat la grandeur et la magnificence de leurs auteurs. Cette déclaration est sans équivoque un hommage aux ingénieurs romains. Jacques-Philippe Maréchal propose de continuer le mur d'enceinte de la source qui, selon lui, n'avait pas été achevé par les Romains. Donc, il se permet aussi de faire des constats sur ce qui a été fait à l'époque romaine. Comme nous le montre la comparaison entre les plans et le site, donc l'étude du site in situ, l'ingénieur souhaite rétablir la grande plateforme carrée ainsi que les gradins semi-circulaires avoisinants et également réparer le pont antique en pratiquant tous les escaliers nécessaires pour y arriver. Aussi, il veut restituer la forme première des bains et raccorder les pentes du terrain. Ainsi, il rétablit le péristyle et le bassin antique avec les ponts, les canaux, les épanchoirs. L'usage des matériaux anciens qui provenaient des fouilles sont importants et même réemployés systématiquement pour une diminution des dépenses. C'est là un point fondamental. La fin de l'introduction du devis concerne les apports contemporains que sont la construction des lavoirs des blanchisseuses, les petits bassins pour les teinturiers et le lavage des soieries et des laines. Et pour finir, il projette déjà la formation des avenues et des allées d'arbres marquées au plan et il rectifie ainsi les alignements de la ville de Nîmes. Donc vous voyez ici le dessin du pont antique qui a été refait donc avec 2 arches et non 3 comme à l'origine. Je vous présente des petits médaillons sculptés aux armes de la ville qui avaient été faits, mais que l'on ne voit plus très bien parce qu'ils ont été abîmés pendant la Révolution. En 1745, le projet des Jardins de la Fontaine paraît clairement construit dans la tête de Maréchal. Pardon. Le projet est élaboré sur la structure antique et les embellissements et alignements sont intégrés tout naturellement en recréant un ensemble structuré de la ville. Toutefois, le directeur des fortifications indique ses limites en précisant qu'il n'embrasse pas dans ce devis la totalité du projet. Les documents littéraires et iconographiques attestent de sa culture scientifique, d'ingénieur. Le devis comporte des analyses personnelles qui soulignent certains défauts et les qualités de la structure romaine. Les verbes employés dans son devis mélangent la restitution à l'identique de la fonction des éléments antiques. Je vous cite quelques verbes. Continuer le mur d'enceinte, rétablir, réparer, restituer, rétablir pareillement, construire, conduire.
Vous avez là une illustration, donc, aujourd'hui, des 2 exèdres à escalier que l'on voit dans les jardins de La Fontaine. Une analyse rigoureuse du sol, que l'on appelle déjà fouille au XVIIIe siècle pour notre cas, donc avant l'intégration de l'ensemble architecturé antique, fut ainsi pratiquée. Le pavé des vieilles tablettes de pierre de taille a été refaçonné, remis en œuvre, posé, rejointé dans le fond du bassin. Le devis pour la construction de l'ouvrage permet à l'ingénieur donc d'affirmer sa culture scientifique et enfin, surtout en hydraulique, sa culture de la technique en hydraulique. Dans les lettres que Johann Joachim Winckelmann adressait à Charles-Louis Clérisseau, l'antiquaire mentionnait la restauration des anciens bains que l'on a fait. Et là, j'insiste sur le mot restauration. Voilà, on est encore au milieu du XVIIIe siècle. Soutenu dans son projet, le contrôleur général Philibert Horry écrivait en mars 1945 à Maréchal: « Lorsque l'on m'a rendu compte des plans et des devis, je n'ai pu qu'approuver le parti que vous avez eu de ne point surcharger la source et de vous rapprocher autant de ce qu'il y avait été pratiqué par les Romains pour la direction et la manœuvre des eaux. » L'architecte Max Raphael, en 1920, concluait que les canaux, les ponts, les entourages de la source et du stylobate, le beau mur de la grande terrasse et ses escaliers, la soudure et l'adaptation du style Louis XV à l'antique sont autant de très heureux arrangements dignes de Versailles, de Marly ou de Saint-Germain. Notre contemporain, l'archéologue et enseignant-chercheur Alain Vérac, mentionne dans la carte archéologique de la Gaule une étude au sujet de la configuration du bassin de la source et sur les aménagements hydrauliques de l'Augustéum, et signale en conclusion que l'on conserve une assez bonne idée de l'agencement du sanctuaire. Le tracé des eaux satisfaisant maintenant Maréchal, il s'attache à l'ornementation sculptée des jardins. La figure centrale du stylobate, place d'honneur des jardins, est personnifiée par la nymphe de la source Némosa. C'est une œuvre de Dominique Rachet. Le sculpteur réalisa donc ce groupe central, ainsi que des consoles et le piédestal et les armoiries que nous avons déjà vues sur le pont antique. Maréchal jugea très, très sévèrement son travail et profite de son voyage à Rome pour amener à son retour d'Italie Pierre Hubert l'archevêque, élève de Edme Bouchardon, Grand Prix de Rome, donc en sculpture en 1745. Donc l'archevêque produit des vases torsadés au niveau de leurs panses, qui sont chapeautés par un couvercle surmonté d'une pomme de pin, symbole de l'immortalité. Aux 4 coins du stylobate, chaque angelot ou amour joufflu maintient une guirlande à laquelle sont attachés des boutons floraux. En ce qui concerne donc la décoration sculptée des jardins, des créations contemporaines sont associées à des objets de récupération. Je m'explique. Suite à la liquidation des biens de Bonnier de la Mosson, qui fut fermier général sous Louis XIV, la ville de Nîmes a racheté quelques éléments décoratifs des jardins, tels que 4 statues et des vases en marbre blanc, tous montés sur leurs piédestaux. Il paraît unanime que les apports sculptés du jardin français de Bonnier de la Mosson ne détonnent pas dans le nouveau jardin public nîmois. Leur fonction ornementale perdure. Les marbres de la Mosson ont été voiturés le 27 mai 1747. Mathieu Sérins participa à la mise en place du mobilier à La Fontaine. Je vous cite son nom, il est assez important car en fait ce même Mathieu Sérins était également jardinier au château de Bonnier de la Mosson. Donc on voit une certaine filiation comme ça. L'eau, d'un intérêt capital donc dans les jardins, peut désormais offrir de multiples possibilités tant économiques qu'esthétiques. Dans son devis de 1745, Maréchal projette dans les conditions générales les ormeaux de Lyon à grandes feuilles et les marronniers d'Inde plantés à la pièce dans de la bonne terre. Comme d'usage au jardin sous Louis XV, tilleuls, buis, aujourd'hui disparus, furent également plantés donc, au milieu du XVIIIe siècle.
Les débordements du Cadereau, donc qui est un petit canal, aux abords de la source de la fontaine, donnent lieu à des inondations, des phénomènes qui sont recensés déjà depuis le XIVe siècle à Nîmes. Les crues sont récurrentes et très importantes. Les crues de la résurgence de la fontaine inondent la ville très fréquemment. D'un trait de crayon net, dans une perspective monumentale, Jacques-Philippe Maréchal développe la ville à l'ouest de la cité médiévale. Alors là, on ne le voit pas, mais ici, voilà, oui, il n'y a pas les remparts, mais vous avez l'ancienne ville qui forme une sorte d'écusson. Et donc, il présente à l'ouest de la ville donc un plan en croix. Donc, ce grand axe aujourd'hui correspond à l'avenue Jean Jaurès, si vous connaissez Nîmes. Donc, c'est un plan qui est daté du 26 août 1947. Et j'ai envie de dire qu'à la manière d'un Cardo et d'un Decumanus, il signe donc un plan en croix jusqu'au Cadereau. C'est l'intendant Jean Lenain, baron d'Asfeld, qui le soutient et qui ordonne l'exécution quelques jours plus tard. Le directeur des fortifications offre là à la ville de Nîmes un agrandissement et une nouvelle perspective qui lui fera retrouver sa puissance économique. Pour en finir sur l'aménagement de la ville, des plans pour l'uniformisation des façades des maisons est aussi projeté le long des quais de la Fontaine. Le projet des 4 terrasses proposées par Maréchal, se révélant trop onéreux pour la ville de Nîmes, lui fut refusé. Peut-être un premier refus dans sa vie. On constate qu'à la mort de l'intendant Jean Lenain, l'intendant, donc ensuite Jean-Emmanuel Guignard de Saint-Priest, ne suit plus le projet de Maréchal, qui paraît en fait déjà abouti, tant financièrement qu'esthétiquement. Le directeur des bâtiments et contrôleur général des finances, Philibert Horry, qui était un appui pour Maréchal, est décédé. Maréchal se retrouve en fait sans appui pour poursuivre son projet. Au procès-verbal de réception définitive des jardins, qui est daté du 4 juin 1760, une plaque commémorative sculptée aux allures d'un buffet d'eau clos, sans eau, est dressée donc pour la réception de ces jardins. Il faut savoir que Jacques-Philippe Maréchal n'assistera pas à la réception de ces jardins, qui pour lui ne sont pas achevés. Donc, près de 15 ans plus tard, après la réception officielle des Jardins de la Fontaine, âgé de 85 ans, le colonel Maréchal adresse encore des plans pour achever les Jardins de la Fontaine. Une série de plans montre le décorum rêvé par l'ingénieur, à savoir une succession de terrasses ornées, une succession de 4 terrasses, ornées de pavillons et de décorations de vases sculptés qui ne seront jamais construits. Sortant d'un procès qui a causé sa ruine en 1774, Maréchal suppliait Monsieur le frère du roi de poursuivre les plans de sa fontaine, rappelant que, vieux colonel et ancien directeur des fortifications du Languedoc, il est peut-être le plus ancien officier du royaume ayant servi sous 3 des rois. Si l'opération des Jardins de la Fontaine paraît plus féconde en termes d'architecture paysagée par la mise en valeur des antiques, elle en reste néanmoins assez complexe, tant dans sa création que sa réalisation, que dans sa réception et son achèvement. Critiqué par ses contemporains, comme par exemple Winckelmann, Winckelmann reproche en fait le revêtement à la française qu'a proposé Maréchal dans ses jardins. Donc Jacques-Philippe Maréchal laisse là une œuvre inachevée à ses yeux. On note que la facture de ce plan est quand même tout à fait différente des précédents que vous avez pu voir. La création du jardin, donc, avec une seule terrasse, agrémentée de sculptures et de jeux d'eau, puis en suivant l'agrandissement du Cadereau, et pour finir l'embellissement des abords du site antique de la Fontaine, Némosus, font de cette
ensemble urbain, un modèle rare et singulier d'un paysage dans la ville. Les jardins de la Fontaine sont un cas d'alliance entre l'apport des vestiges antiques et l'esthétique moderne dans un but économique. L'eau restant le nerf de la guerre, Jacques-Philippe Maréchal répond militairement avec cet ensemble paysager aux préoccupations économiques et esthétiques de son temps. À plus d'un titre, les jardins de la Fontaine sont un cas d'école en matière d'architecture, d'hydraulique et de conception d'un jardin public français au milieu du XVIIIe siècle. Le Mont Cavalier, qui est en hauteur par rapport au jardin de la Fontaine, recouvre aujourd'hui le théâtre antique que nous avons évoqué tout à l'heure, et donc que Maréchal appelait sur ses plans l'amphithéâtre. Pour conclure sur cette réalisation publique, au goût moderne, attestant de l'audacieuse politique urbaine, donc l'œuvre n'en fut pas moins donc critiquée de son temps. L'aménagement du territoire et du paysage conçu par cet ingénieur s'est au fil du temps imposé. Maréchal crée à Nîmes un jardin emblématique, véritable modèle d'art et d'ingéniosité, inspiré du tracé antique qu'il a inventorié afin de générer un nouvel espace urbain. Dans sa démarche analytique et critique, l'œil expert de l'ingénieur a repéré les fondations antiques, les matériaux, leur provenance, lui permettant de restituer un ouvrage prenant en compte donc les besoins de développement économique de la ville de Nîmes. On note que l'ingénieur a une conscience assez précise des découvertes du lieu et de la fonction des structures hydrauliques qu'il remploie. Il intègre le temple de Diane et la tour Magne à son projet. De la sorte, il fait revivre une forme de l'art antique. Il concilie la solidité, l'économie et l'esthétique pour la création de ce jardin français. L'apport du directeur des fortifications est d'articuler les ruines antiques, la bonne remise en fonction donc de la source vauclusienne, la création du jardin de la Fontaine et les ajouts modernes. Aux découvertes des ruines prestigieuses, il insère ainsi son projet d'agrandissement de la ville en dehors de l'écusson nîmois. En 1771, les jardins de la Fontaine se retrouvent en poésie dans la Querelle des nymphes, une joute verbale qui oppose donc la Fontaine de Nîmes à sa cadette, la Fontaine de Montpellier, et les deux fontaines se disputent pour savoir laquelle est la plus belle. C'est un texte qui a été valorisé antérieurement lors d'une pièce de théâtre, parce qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée au château de Marcillargues en 1771. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le château de Marcillargues est exactement à la même distance entre Nîmes et Montpellier. On voit là une sorte de symbolique, mais qui est somme toute notable. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire un extrait de cette joute verbale, mais ce sera peut-être un autre sujet, un autre moment. C'est vraiment un texte qui est magnifique et qui reprend tous les termes hydrauliques et architecturaux des deux fontaines. Donc, diversifiant ces projets aux côtés des embellissements de Montpellier dans le même temps par la création du théâtre de Montpellier, de la salle de spectacle de Montpellier, Maréchal donc mettait dans le même temps en place ce qu'on appelle le système Maréchal, qui est un ensemble défensif militaire qui est établi tout le long de la côte méditerranéenne. Ça va en fait de la côte espagnole jusqu'à Nice à peu près. Voilà. Donc, pour en revenir à notre cas, Maréchal donc imposait dans ce cas singulier une démarche archéologique novatrice pour une architecture utilitaire. En sublimant la nature dans la ville, il redonne sa puissance à la ville de Nîmes en offrant une pièce unique, une mise en scène autour de l'eau et des jardins, jamais vraiment achevée à son goût, qui promettent encore aujourd'hui une promenade dans le temps.